Bienvenue sur Anasio, le podcast pour une enfance protégée. Je suis Sybille Dubost. Dans le précédent podcast, nous avons abordé ce qu'était le trouble de stress post-traumatique. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle thématique, s'en sortir. Pour ce faire, nous avons le plaisir de partager l'interview du docteur Stéphanie Calfa. L'interview se déroulera en 2 temps. Tout d'abord, nous aborderons l'impact du trouble de stress post-traumatique sur l'organisme et ensuite, comment s'en sortir avec la thérapie mosaïque. Stéphanie Calfa est docteure en neurosciences, diplômée de l'université Claude Bernard à Lyon. Au Canada, elle a poursuivi son cursus en postdoctorat à l'université de Montréal. Elle est également psychologue diplômée d'Aix-Marseille Université. Elle est formée à la thérapie EMDR, à la communication non violente, à l'Internal Family System, à l'hypnose ericksonienne, au neurofeedback et aux thérapies brèves stratégiques. Au CNRS, elle s'investit depuis 13 ans dans la recherche sur les mécanismes cérébraux sous-tendant l'efficacité de la thérapie EMDR dans le trouble de stress post-traumatique. Ces travaux de recherche ont été salués par le prix David Servan-Schreiber en 2019. Les résultats de ces recherches sur la thérapie EMDR et la rencontre avec la thérapie solutionniste l'ont conduite à co-créer la thérapie mosaïque en 2019. Thérapie mosaïque, ça signifie quoi ? Mouvement oculaire et stimulation alternée pour l'intégration cérébrale. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Alors bonjour Stéphanie. Bonjour. Merci pour cette interview. Trouble de stress post-traumatique, quel est l'impact sur l'organisme ? Alors on a un impact qui est multiple. On a un impact au niveau biologique. Donc ça c'est toutes les conséquences des hormones qui vont être sécrétées au moment de l'événement stressant et qui vont perdurer puisque le stress va se chroniciser, puisque la personne revit sans arrêt ce qui lui est arrivé, ce qui fait que le stress se chronicise, donc c'est comme si c'était encore là et encore là et encore là. Donc en fait, toutes les réactions qui sont là, avec la libération d'adrénaline, avec la libération de l'hormone de stress, le cortisol, vont perdurer et il va y avoir un épuisement. On entre dans une phase d'épuisement. Et ça va avoir des conséquences au niveau physiologique, au niveau du corps. Et donc ça, c'est tout le domaine de la psychoneuroendocrinologie, en fait, qui va décrire des altérations au niveau du métabolisme, au niveau immunitaire, au niveau de la gestion de l'insuline, au niveau cardiovasculaire. Et voilà, donc ça peut ouvrir la porte à tout un tas de pathologies dont je ne suis pas spécialiste. Mais voilà, il y a un premier aspect qui est vraiment au niveau du corps. Et donc ça peut ouvrir la porte à tout un tas de maladies somatiques. Il y a l'aspect au niveau du cerveau. Quand il y a ce stress qui se répète, qui se chronicise et que le cerveau devient incapable de gérer, il va y avoir une hyperactivation et un hyperdéveloppement en fait, d'une structure qui s'appelle l'amygdale. L'amygdale, c'est une structure qui est en amande, qui est dans le lobe temporal, qui est bilatérale. Et cette structure, c'est notre structure qui nous permet d'avoir des émotions, et notamment de répondre à la peur. Donc elle est très utile. Sans elle, on aurait peur de rien et on serait en danger. Donc elle nous permet de survivre. Mais en même temps, cette structure, quand elle est surdéveloppée et qu'elle devient hyperactive, hyperexcitable, elle déclenche de la peur en permanence. Et donc c'est ce qui se passe dans le trouble de stress post-traumatique. Donc on a cette structure qui est hyperexcitable et les structures qui sont censées la réguler n'arrivent plus à le faire. Et du coup, elles vont diminuer dans leur densité de matière grise, c'est-à-dire dans les dendrites, c'est-à-dire ce qui forme le bout des neurones, en fait, là où on reçoit toutes les informations et là où se font les connexions. Donc elles vont diminuer de connectivité et donc il va y avoir de moins en moins de possibilités de réguler. Donc ça arrive notamment dans le cortex préfrontal, ventromédian, qui est une structure qui est vraiment habituellement, qui permet d'aller dire à l'amygdale « Ok, c'est bon, il n'y a plus de danger, apaise-toi ». Et cette structure ne peut plus le faire. Donc l'amygdale ne s'apaise pas et la réaction de peur continue alors qu'il n'y a pas de danger réel dans la vie de la personne. Il y a aussi des altérations au niveau d'une structure qui est l'hippocampe. L'hippocampe, c'est une structure qui est juste à côté des amygdales.
Et elle gère tout ce qui est mémoire contextuelle, mémoire spatiale. C'est elle qui fait le lien entre ce qu'on voit toute la journée et puis des événements qu'on a pu vivre. Donc c'est vraiment, voilà, je passe à un endroit, j'entends un bruit, et ça me rappelle le bruit de l'agression, ou ça me rappelle la couleur ou l'odeur, et hop, ça redéclenche tout de suite au niveau de l'amygdale. Et cette structure, pareil, elle va avoir une diminution de sa densité de matière grise et de son fonctionnement. Ce qui peut aussi expliquer qu'il y a des amnésies dissociatives dans le trouble de stress post-traumatique, avec des oublis complets ou partiels de certaines parties de ce qui s'est passé, de l'événement traumatique. Et après, il y a tout un tas d'autres structures qui vont être altérées. Il y a des altérations au niveau d'une structure qui s'appelle l'insula. L'insula, c'est la structure qui gère notre sensation de douleur et aussi notre interoception, c'est-à-dire ce qu'on sent à l'intérieur de notre corps. Et on sait que les sensations sont exacerbées dans le stress post-traumatique, avec beaucoup de tensions, souvent des oppressions. Et cette structure aussi va être altérée par la répétition de ce stress qui s'est chronicisé, par le revécu de flashbacks. Une autre structure aussi, on observe souvent que une structure pariétale, donc qui est en arrière du cerveau, qui s'appelle le précuneus. C'est une structure qui est impliquée dans la conscience de soi, dans l'intégration multisensorielle. Et dans le stress post-traumatique, en fait, elle intervient beaucoup parce qu'on modifie la façon dont on se perçoit. On peut se percevoir comme une personne en danger, comme une personne mauvaise, comme une personne faible. On a des croyances sur soi qui deviennent très très négatives. Et ça repose sur ce précuneus. Et donc, il est aussi altéré dans le trouble de stress post-traumatique. Donc là, je cite la majorité des structures, mais il y en a encore d'autres. Mais voilà, donc ça a des conséquences à la fois au niveau de notre physiologie, et donc ça ouvre la porte à tout un tas de maladies métaboliques, et ça a aussi des conséquences sur notre cerveau, ce qui fait qu'on n'a pas les mêmes capacités que d'habitude à gérer ce qui nous arrive. Quand on a un cortex préfrontal ventromédian qui est moins actif et qui est moins développé, on gère moins le stress, on gère moins aussi nos interactions sociales, on gère moins aussi notre capacité à planifier, à réfléchir. Et à mémoriser. Donc du coup, voilà, ça altère tout un tas de fonctionnements. Et pour finir, il y a aussi des altérations au niveau épigénétique et au niveau de la descendance, puisque nos gènes vont être modifiés par certains traumatismes, et ça peut aller jusqu'à 3 générations qui vont voir des modifications au niveau de la génétique. Et ces modifications, elles vont toucher des gènes qui produisent des protéines qui régulent normalement notre réponse au stress, ou des récepteurs de la réponse au stress. Et donc, il y aura moins encore de capacité pour les générations d'après à être capable de résilience et de réguler correctement ce qui peut arriver. Donc très, très intéressant. Donc ça touche plusieurs fonctions de l'organisme et cette dimension en effet transgénérationnelle, le trauma a un effet transgénérationnel, ce qui amène du coup l'idée et l'importance de traiter le trauma. Et donc on entend beaucoup parler de la technique de l'EMDR. Et tu t'y es intéressé, tu as même eu un prix et à partir de là tu as cherché à travailler sur une autre méthode et tu as créé Mosaïque. Alors est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, s'il te plaît? Alors peut-être je parle d'abord de comment j'en suis venue à Mosaïque, parce que c'est vrai que en tant que chercheur au CNRS, j'ai longtemps travaillé sur le fonctionnement de l'EMDR. Moi ça m'a passionné d'essayer de comprendre comment le fait de faire des mouvements oculaires tout en repensant à ce qu'on avait vécu pouvait, je réduis un petit peu la méthode, mais pouvait permettre de désensibiliser cette mémoire. Et c'est vrai que je me suis intéressée à comment fonctionnaient ces stimulations alternées, qu'elles soient visuelles, auditives ou tactiles. Et donc ça m'a permis j'ai créé un modèle neuronal qui s'appelle le modèle neuronal de synchronisation stochastique, qui explique comment ça fonctionne et qui explique comment l'ajout de stimulation alternée sur le cerveau va activer des neurones qui n'étaient pas activés habituellement et qui vont se rajouter, qui vont se synchroniser avec le réseau traumatique au point de l'enrichir à un niveau où il n'aura plus l'information qu'il est en danger. Donc en fait c'est vraiment un enrichissement du réseau traumatique qui se produit, et par le biais de synchronisation qui
qui fait que ça se stabilise et que le réseau va se restocker sous une forme qui va inclure le fait d'être en sécurité actuellement. Alors que le réseau traumatique, lui, il tourne en boucle sur lui-même, comme s'il n'avait pas d'information de ce qui se passe actuellement. Oui, le point clé, donc quand il y a trauma, au-delà de tous les impacts qu'on a vus sur l'organisme, c'est que ça forme une boucle et ça se répète. Il y a une situation il y a un comportement, des émotions qui se répètent. C'est ça, c'est un peu comme si la mémoire du traumatisme, elle s'est isolée du reste du cerveau, alors que tout est interrelié dans le cerveau, hein, tout est en connexion, mais c'est comme si elle s'est isolée et qu'elle ne reçoit pas les informations de ce qui se passe actuellement. Donc la personne, si elle ne vit plus de danger, elle n'a aucune raison d'être activée par ça, mais c'est comme si ça s'est isolé. Et donc nous, avec le MDR, on redonne de l'information à ce réseau, et donc, in fine, il n'y a plus de raison d'avoir peur, hein. Et ça, c'est ce qu'on vit habituellement. La plupart des gens font ça, c'est qu'il leur arrive quelque chose de douloureux, de difficile, et puis ils retrouvent leur contenance parce que c'est fini, l'événement est fini, et donc c'est juste un souvenir pas très agréable. On se rappelle que ça a fait mal, on se rappelle que ça a été effrayant, ou on se rappelle que ça a été triste, mais on n'est plus triste, on n'est plus effrayé, on n'a plus peur. Donc, il y a le MDR, tu t'es intéressé à le MDR, et donc il y a ces stimulations bilatérales pour traiter cette fameuse boucle du trauma. Et qu'est-ce qui t'a amené à créer Mosaïque ? Alors, en fait, dans les recommandations actuelles, hein, de l'OMS ou de la Haute Autorité de Santé, en fait, on recommande tout ce qui est thérapie d'exposition, TCC, EMDR, et c'est vrai que c'est très efficace. Le seul problème, c'est qu'il y a des gens qui ne supportent pas de revivre ce qui leur est arrivé, qui ne supportent même pas d'en parler, de l'aborder. Et il y a des gens, ça leur fait faire énormément d'abréactions, c'est-à-dire des émotions très très fortes, des phénomènes dissociatifs. Et donc ça demande beaucoup de régulation en thérapie et tout un travail justement de ressources et de régulation pour ces patients. Et c'est très douloureux. Quand on arrive à traiter les gens en 1 ou 2 séances, ça ne dure pas trop longtemps, mais des fois on a besoin de plusieurs séances et les gens restent entre les séances aussi sur ces douleurs. Et moi j'ai un jour connu les thérapies brèves solutionnistes et j'avais vraiment à cœur, quand j'ai rencontré les thérapies solutionnistes, je me suis dit ah mais oui c'est vraiment intéressant, au lieu d'aller vers les problèmes, on peut aller vers les solutions directement. Et je me suis dit mais si on va aller vers les solutions directement, alors on ne souffre pas en thérapie. Et j'ai essayé d'appliquer ça, et c'est vrai que c'était pas aussi efficace qu'avec les stimulations alternées que j'utilisais avec le MDR. Et moi, je voulais garder la puissance qu'il y a avec ces stimulations alternées que j'ai pu vraiment vérifier au niveau cérébral, hein, avec mes études en IRM, et en même temps avoir cette vision solutionniste. Et donc, j'ai retourné ce modèle en partant de la solution au lieu de partir du problème, c'est-à-dire qu'en allant directement vers le réseau dans le cerveau, le réseau de ce que la personne elle veut vivre et elle veut sentir. Donc ce n'est pas un travail de ressources en soi, puisque c'est adapté et ajusté à chaque personne et à chaque situation traumatique ou problème qu'elle présente. Et donc ça va être très très personnalisé, et donc chaque personne va revivre, on va lui faire revivre dans son corps, et c'est vraiment un travail corporel, parce que ce que nous dit le corps, c'est ce que va retenir après le mental, et c'est ça qui va déterminer ce qu'on croit sur nous et nos comportements. Donc nous on agit au niveau du corps, et on fait vivre dans le corps ce réseau, qu'on appelle la sensation interne désirée. Donc c'est ce que la personne veut vivre, et on accompagne ça de stimulation bilatérale alternée pour que la personne le ressente encore plus fortement, et on fait grandir ce réseau. Une fois que ce réseau a grandi, on fait la rencontre en une fois avec le réseau douloureux, traumatique, ce qui permet, toujours avec la présence des stimulations alternées, de synchroniser ces deux réseaux, et donc de la même manière que l'on le faisait avec le MDR, d'enrichir le réseau traumatique. Mais on l'enrichit directement avec sa solution, et donc on passe tout le temps de la thérapie sur la solution plutôt que sur le problème. Et donc ça a changé complètement ma pratique avec mes patients, qui ne souffraient plus du tout en séance, qui vivaient des belles expériences, qui étaient très étonnés. Et c'est vrai que j'ai vérifié avec de nombreux patients, et j'avais une efficacité similaire et vraiment un confort complètement différent. Et donc du coup, là, je me suis dit, j'aimerais que tout le monde puisse en profiter. Et donc voilà, donc j'ai développé cette thérapie et je l'enseigne depuis donc 2020. Et voilà.
Très bien. Donc du coup, on a en effet ce nouveau système neuronal. On est parti vers la solution désirée. Alors pour être très concrète pour nos auditeurs, par exemple, on parlait de peur tout à l'heure, je vis de l'angoisse. Selon le besoin de la personne, elle peut souhaiter vivre par exemple quoi, de l'apaisement. Est-ce que tu as des exemples? Alors, on va lui demander ce qu'elle veut vivre. Imaginons quelqu'un qui effectivement a subi une agression et elle vit beaucoup d'angoisse quand elle repense à ça. Et donc elle a peur de sortir dans la rue. On va lui demander ce qu'elle sent dans son corps à ce moment-là. Donc par exemple, elle peut sentir des contractions dans le ventre, de ses muscles dans le ventre. Elle peut sentir une oppression de la poitrine ou la gorge serrée. Et donc nous, en fonction de ça, on va lui dire qu'est-ce que vous voulez sentir à la place qui soit plus juste pour vous. Donc souvent les gens vont répondre je veux être tranquille, je ne veux pas avoir peur. Donc nous on va traduire ça en sensations. Ok, donc vous voulez être tranquille, vous ne voulez pas avoir peur. Est-ce que vous voulez aussi vous sentir solide maintenant? Oui, j'aimerais bien aussi avoir de la force. Et donc on va traduire ça en sensations. Donc ça peut correspondre à aujourd'hui je veux sentir de l'ouverture dans ma poitrine, je veux sentir une respiration fluide, je veux sentir de la détente musculaire, je veux de la chaleur dans mon ventre et je veux sentir en même temps que j'ai quand même mes muscles qui sont prêts à être utilisés, qui sont avec une légère tension, mais une tension qui me fait sentir que je suis forte. Donc on va faire sentir tout ça à la personne. On va vraiment déterminer ce qui est juste pour elle et ce qui correspond, ce qui est ajusté à la situation, qui est cohérent avec la situation. Très bien. Et alors, à qui ça s'adresse? Les adultes, les enfants? Quelle est la population Ça s'adresse à tout le monde. Il y a des protocoles spécifiques pour les enfants, sachant que quand on travaille avec les enfants, on va travailler avec les familles. Oui. Mais il y a des protocoles, même en partant du bébé jusqu'à l'adolescent. Il y a 4 protocoles différents. Et sinon, ça s'adresse à tous les adultes qui acceptent de faire ces stimulations alternées et qui vont adhérer à cette méthode et qui ne vont pas être effrayés. C'est vrai qu'il peut y avoir des pathologies psychiatriques dans les psychoses où les gens ne veulent même pas qu'on fasse des stimulations alternées. Et donc là, on a une précaution par rapport à ça, donc on ne va pas aller à l'encontre de ça, ou s'il y a une paranoïa. Mais sinon, chaque fois qu'il y a des traumatismes, qu'il y a des émotions douloureuses, des choses qui ne sont pas dépassées, on n'est pas forcé d'être dans un trouble de stress post-traumatique, mais la simple peur, des fois, de parler en public, ou de s'adresser à son patron, ou... de passer un examen. Il y a de l'anxiété beaucoup aujourd'hui chez les jeunes au niveau scolaire. De passer un examen, d'avoir peur d'être en classe, des fois d'être très triste par rapport à une relation amoureuse, ou de faire un deuil. Toutes les situations où finalement on souffre, tout ça, on peut le traiter avec la thérapie mosaïque, on peut l'aborder. Et sans qu'il y ait la souffrance, avec l'intérêt qu'on a des thérapies qui sont brèves, qui sont rapides, mais il n'y a plus la souffrance associée. Alors oui, je peux témoigner là-dessus pour avoir parce qu'aujourd'hui tu as créé cette méthode, mais aujourd'hui tu l'enseignes, tu formes sur différentes thématiques d'ailleurs. Il y a sur les enfants, sur la dépression, sur les TOC, les phobies, sur le trouble de l'anxiété. Est-ce que j'en ai oublié? Le traumatisme complexe aussi. Et le traumatisme complexe, bien sûr. Et donc, pour l'avoir utilisé déjà sur certains patients, pour le deuil, pour le trauma, elle est extrêmement efficace et elle est douce. C'est-à-dire que les gens ressortent de là en se sentant vraiment bien. Donc, c'est important pour moi de faire aussi ce retour parce que c'est vraiment une super méthode. Merci. C'est vrai que c'est le retour que j'ai de la plupart des gens que j'ai formés, qu'effectivement ça a changé vraiment leur pratique, leurs patients sont beaucoup mieux et je sais que c'est ce que j'ai vécu moi avec mes patients et c'est ce qui m'a convaincue et c'est pour ça que aujourd'hui je me bats. Au départ donc c'est une thérapie qu'on a créée à 2 puis maintenant que je développe de mon côté et c'est vrai que je mets beaucoup d'énergie pour la développer et pour aussi l'étudier au niveau clinique dans mes recherches, pour montrer la validité de ce que j'avance, parce que j'ai tellement vu des gens qui en tiraient des bénéfices et avec tout ce que me disent les personnes formées à la thérapie mosaïque et aussi les témoignages de patients, c'est vrai que
ça a beaucoup de sens pour moi de continuer de travailler pour la thérapie mosaïque. C'est clair. Alors tu parles d'un point important, c'est l'efficacité. Au-delà de ce que l'on peut voir chez le patient, il y a quand même des vraies preuves scientifiques. Est-ce que tu veux en parler ? Il y a à la fois des articles qui ont déjà été publiés et puis une grande étude en cours. Alors, il y a un article, un premier article que j'ai écrit sur la méthode elle-même, donc qui a été publié dans une revue internationale à comité de lecture. Et puis, on a fait, avec mon étudiante de thèse, une étude qu'on appelle observationnelle, c'est-à-dire que dans 2 hôpitaux, à Marseille et à Avignon, dans des services spécialisés sur le stress post-traumatique, on a proposé la thérapie mosaïque et on a récupéré les données en fait de patients qui avaient été traités soit par EMDR, qui avaient fini leur traitement avec l'EMDR, soit avec la thérapie mosaïque, pour voir l'efficacité, pour voir combien il y avait de séances, pour voir s'il y avait une rémission totale, et pour voir aussi si c'était plus confortable. Et c'est vrai, et donc on a publié cette étude récemment, en juin, toujours dans une revue internationale à comité de lecture, et cette étude montre qu'effectivement, on a une efficacité similaire pour la réduction des symptômes, avec des rémissions chez ces patients-là, puisqu'ils ont été au bout de la thérapie. Pour l'instant, ce qu'on a pu montrer, c'est qu'il y a moins de séances qu'avec le MDR, mais ça c'est vraiment à démontrer avec une étude randomisée, en simple aveugle, donc dans les règles de l'art des études cliniques. Et on a aussi montré dans cette étude que les gens, ils le vivaient mieux, c'est-à-dire que c'était plus agréable les séances, notamment la première séance, puisqu'ils ne plongent pas dans le trauma, ils vont aller directement vers ce qu'ils veulent vivre. Et c'est vrai qu'au début, c'est très douloureux avec le MDR, et puis ça allait de moins en moins au fil de la désensibilisation, alors qu'avec Mosaïque, dès le départ, c'est agréable pour les patients à vivre. Très bien. Je peux rajouter peut-être qu'on vient d'obtenir des fonds de recherche pour mener une étude multicentrique sur 10 hôpitaux en France. Donc c'est un PHRC national pour faire une étude contrôlée, randomisée, en simple aveugle, pour comparer l'efficacité de la thérapie mosaïque et son acceptabilité, c'est-à-dire le fait que c'est plus facile à vivre pour les patients, en comparaison de thérapie de soutien et de la thérapie EMDR. Donc c'est un essai qui se lance là pour 3 ans et demi, et donc j'espère qu'on aura des résultats le plus vite possible, pour pouvoir convaincre la société internationale. Et bien accompagné sur le trauma qu'on a vu en début d'interview. Oui, puis l'idée c'est de pouvoir ouvrir sur d'autres possibilités dans la thérapie. Oui. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des thérapies qui marchent très bien actuellement, et l'idée c'est que les thérapeutes puissent avoir un panel de thérapies à proposer et ajuster et adapter à chaque patient. Exactement. Il y a un point important que tu soulevais il y a quelques minutes, c'est il n'y a pas besoin d'un grand nombre de séances. C'est en combien de séances à peu près ? Alors, ça dépend des patients. Oui. Ça dépend de leur degré de résilience, ça dépend si on est face à un trauma simple ou un trauma complexe. Un trauma simple, ça veut dire qu'on a un seul événement traumatique qui est arrivé dans la vie de la personne, et là ça va assez vite. On est généralement, et c'est pareil pour le MDR, on est à moins de 8 séances. Donc des fois ça peut se résoudre en 1 séance, 2 séances, 3 séances, ça va assez vite. Après c'est beaucoup plus compliqué dans le cas du traumatisme complexe où la personne elle a vécu des traumas répétés dans son enfance ou dans son adolescence. Et là, ça a modifié énormément sa façon de se développer, sa relation avec les autres, sa gestion des émotions. Donc là, on aura des choses aussi à faire en plus du traumatisme. On aura aussi beaucoup de régulation à faire. Il y a beaucoup de comorbidités qui apparaissent, des dépressions, des troubles anxieux. Donc selon le tableau qu'on aura au départ, ça va être plus ou moins long. D'accord. Mais donc on n'a pas fait d'études spécifiquement sur le traumatisme complexe. Donc c'est difficile à dire, d'autant que c'est une reconnaissance qui commence à apparaître dans les classifications internationales, qui est apparue dans la CIM 11, mais pas dans le DSM-5 actuellement. Mais on peut déjà dire, on ne se parle pas de plusieurs années de thérapie, on reste sur l'idée de thérapie brève qui est réduite dans la durée. Oui, on reste sur l'idée d'une thérapie brève. L'idée, ça doit changer. Si ça ne change pas, c'est qu'on n'est pas au bon endroit, c'est qu'on ne fait pas les bonnes choses. Ouais. Donc on va avoir des changements. Dans le traumatisme complexe qui est particulier, c'est que
on va avoir plusieurs problèmes dont on va s'occuper. Donc pour chaque, on aura un certain nombre de séances. C'est ça. Ok, très bien. Alors, un dernier point, Anasio pour une enfance protégée, c'est aussi l'enfant au cœur du sujet. Mosaïque et les enfants, t'en as un petit peu parlé, mais j'ai le sentiment de tout ce que tu as dit que c'est également très utile de l'utiliser pour les enfants, surtout qu'il peut y avoir du trauma chez l'enfant en soi ou du trauma transgénérationnel, comme tu le disais au départ. À partir de quel âge est-ce qu'on peut utiliser Mosaïque ? Je t'ai dit, on peut utiliser même chez le bébé en fait. Même chez le bébé. Chez le bébé. Et puis il y a tout le travail qui va se faire avec les parents en fait. Donc chez le tout petit enfant, on peut déjà travailler avec, mais vraiment dans ce travail-là, on se pose vraiment la question de qu'est-ce qui se passe pour le parent, qu'est-ce qu'il transmet, comment il peut lui-même être en sécurité pour mettre son enfant en sécurité. Donc il y a le cas d'un enfant qui va subir quelque chose à l'extérieur, et donc on est vraiment dans le cas d'un traumatisme, et donc ça se traite assez rapidement parce que les enfants, ils ont encore des circuits qui sont rapides, qui sont petits, donc ça va assez vite. Mais souvent, les parents eux-mêmes, ils ont vécu des choses difficiles et au début, on va les aider eux d'abord. Parce que c'est important que pour être un bon parent, il faut déjà soi-même être bien. Et donc moi, je trouve que c'est fondamental qu'on aide les parents et qu'on puisse les aider eux aussi à sortir de leur traumatisme. Ils ont vécu des choses et ils peuvent être affectés très facilement par leur enfant, ils peuvent être touchés de manière excessive par les pleurs, soit dans le sens où ça leur rend très triste et donc ils deviennent un peu esclaves de l'enfant, soit dans le sens où ça va les énerver à un point pas possible et donc ils peuvent avoir des comportements violents et moi je veux aider avant tout ces personnes parce que les parents ils aiment leurs enfants et ils veulent faire le mieux pour eux, mais des fois ils sont submergés par leurs émotions et donc on essaye d'agir à ce niveau-là en priorité pour après pouvoir aider l'enfant. Tout à fait. Donc s'occuper de soi pour ensuite bien s'occuper des enfants aussi. Ok, c'est ça. Parfait. Si on résume, on est sur une thérapie orientée solution, donc solutionniste, oui. Une thérapie qui est efficace, une thérapie qui est agréable et qui vient traiter plein de cas de figure. Ça peut être des émotions intenses, on parlait d'anxiété, ça peut être du trauma simple, du trauma complexe, et ça peut être de la dépression, du mal-être en général. Donc c'est extrêmement riche, extrêmement complet. Encore une fois, je voudrais témoigner de l'efficacité. Avant de conclure, est-ce que tu souhaiterais dire un petit mot de la fin ? J'aimerais dire que je suis honorée d'avoir pu développer ça, d'avoir eu parce que j'avais jamais eu l'idée d'aller un jour développer une thérapie et que j'ai l'impression que ça m'a été donné, que ça s'est présenté sur mon chemin de vie et que pour moi c'est une mission que de pouvoir le développer, de le transmettre à ceux qui veulent le transmettre. Et c'est important pour moi aussi de transmettre ces connaissances d'une manière plus large que certaines thérapies qui peuvent être transmises qu'aux psychiatres ou aux psychologues, parce qu'il y a des gens qui sont dans la relation d'aide et qui ont aussi beaucoup de compétences et qui rencontrent le psychotrauma. Et pour moi, c'est important que ces compétences elles puissent être transmises aussi à ces personnes-là. Bien sûr qu'ils auront peut-être à compléter avec d'autres formations que la mienne, en fonction de là où ils en sont dans leur connaissance et dans leur pratique. Mais j'ai à cœur que ça puisse se transmettre au plus grand nombre de personnes, parce qu'on ne peut pas faire mal avec Mosaïque. Au pire, on est peu efficace, mais c'est un protocole très complet. Je vous ai donné qu'une partie, mais il y a un protocole très complet qui permet pour chaque étape, pour chaque question, de déjà faire avancer le patient. Et donc, quoi qu'il arrive, on va bouger avec cette méthode. Super. Pour conclure, ce que je voudrais dire, c'est un grand merci déjà pour cette interview. Et au-delà de l'interview, un grand merci pour cet esprit d'ouverture, cette humanité qu'on ressent vraiment à travers tout ce que tu fais, à travers tout ce que tu dis, et bien évidemment à travers cette méthode aussi. Donc au-delà de l'ouverture de l'humanité, il y a aussi l'efficacité de la méthode. Donc merci à toi, vraiment. Merci beaucoup Sybille, merci pour ton invitation.
merci au docteur Stéphanie Calfa. Vous pouvez retrouver le docteur Stéphanie Calfa sur les réseaux sociaux, sur sa chaîne YouTube, sur son site internet thérapiemosaique avec un c.com et enfin dans son livre De l'EMDR à la thérapie mosaïque, guérir sans douleur les traumatismes psychologiques. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager si vous aussi vous souhaitez œuvrer pour une enfance protégée. Vous pouvez suivre l'actualité d'Anasio, le podcast pour une enfance protégée, sur les réseaux sociaux, sur la page YouTube Anasio et sur le site anasio.fr. Je vous dis à bientôt.